Le craquement de l'os résonna dans le garage comme un coup de feu. Derek Morrison leva les yeux de son établi, où il nettoyait son fusil de chasse, son sang glacé par le bruit. Un cri déchirant suivit immédiatement, un cri que tout père redoute d'entendre. Celui de Tyler. Derek avait bâti sa vie sur la discipline et l'ordre. 20 ans passés dans les marines lui avaient appris que la préparation prévenait la catastrophe, que la vigilance assurait la sécurité de sa famille. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Mais il n'avait pas été prêt pour ça. Il s'élança à travers la porte qui reliait le garage à leur maison de banlieue. Juste à temps pour voir son fils de 12 ans se tordre de douleur sur le sol du salon, se tenant la côte. Du sang s'infiltrait à travers le génie blanc de Tyler, colorant le tissu d'un rouge écarlate. Au-dessus de lui se tenait Claire, l'épouse de Derek, qu'il avait épousé 15 ans plus tôt. Son visage était pâle, tremblant. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Derek fendit le cri de son fils, qui éclata en sanglots. Il se laissa tomber à genoux, son cœur serré. C'était un accident, balbutia Claire en recul. On était en train d'entraîner le nouveau kata que m'a appris Todd, et Tyler voulait essayer. Le mouvement a mal tourné et, mon coude. Papa, ça fait tellement mal. Tyler gémit, des larmes coulant sur ses joues. Les yeux de Derek, affûtés par des années d'entraînement, analysèrent la scène en un instant. La façon dont Tyler se tenait, la difficulté à respirer. Il n'y avait aucun doute. Une côte brisée, peut-être une blessure interne à cause du sang. Derek s'empara de son téléphone pour appeler le 911, mais la main de Claire se tendit pour l'arrêter. Derek, attends. Peut-être qu'on devrait juste l'emmener nous-mêmes à l'hôpital. Ce n'est probablement pas si grave. Pas si grave. Les yeux gris de Derek se firent glaciales. Notre fil a une côte cassée et il saigne à l'intérieur. J'appelle les secours. Alors qu'il composait le numéro, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Linda et Robert Hoffman, les parents de Claire, déboulèrent dans la pièce, l'énergie frénétique de ceux qu'on a appelés en urgence. Derek s'arrêta un instant, déconcerté. Comment avait-il su qu'il fallait venir? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Linda s'exclama, mais Derek remarqua qu'elle s'était d'abord tournée vers Claire, pas vers Tyler. Avant qu'il ne puisse répondre, Linda se précipita et lui arracha le téléphone des mains. Ce n'est qu'une côte, Derek. Tu vas ruiner son avenir si tu fais toute une histoire de ça. Rends-moi mon téléphone. La voix de Derek porta, d'une calme mortelle, celui qui, par le passé, avait fait céder les ennemis sans un bruit. Robert s'interposa entre eux, son torse bombé d'une bravade feinte. Arrête d'être aussi dramatique, Derek. Les garçons se blessent. Ça forge le caractère. Derek fixa les trois adultes qui entouraient son fils saignant, et une vérité crue s'imposa à lui. Ce n'était pas de la panique ni un mauvais jugement. C'était de la coordination. Claire avait appelé ses parents avant même qu'ils n'entrent dans la maison. Ils avaient eu le temps de traverser la ville et d'arriver en quelques minutes. Un drame, vraiment, répéta Derek lentement, sa voix aussi froide qu'une lame. Il regarda son fils, toujours en train de geindre sur le sol, puis tourna ses yeux vers Claire, qui ne parvint pas à soutenir son regard. Mon fils saigne, peut-être qu'il va mourir, et je suis celui qui fait un drame. Linda serra le téléphone contre sa poitrine. Claire travaille tellement sur son karaté. S'il y a un rapport de police, si ça sort, ça pourrait nuire à sa certification d'instructeur. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent dans l'esprit de Derek, aussi rapidement qu'une arme prête à l'emploi. Claire prenait des leçons privées avec Todd Brennan depuis 8 mois, restant tard au dojo 3 nuits par semaine. Elle était obsédée par l'idée d'obtenir sa ceinture noire, parlant sans cesse des méthodes révolutionnaires d'enseignement de Todd. Derek l'avait soutenue, même encouragée, pensant que c'était bon pour son estime de soi. Mais la certification d'instructeur, ça, c'était une nouveauté. Rends-moi mon téléphone, Linda. Derek se leva lentement, son imposante silhouette de 1m90 se dépliant avec une grâce prédateur. Le ton de sa voix fit reculer Linda, mais Robert avança, tentant de paraître intimidant. Écoute, Morrison.
Claire a fait une erreur honnête. Ne détruis pas ses rêves pour un accident d'enfant. Derek observa son fils, toujours en proie à une douleur insupportable, tandis que les trois adultes discutaient de l'avenir de Claire. À cet instant précis, 20 années d'entraînement militaire, de situations de vie ou de mort, de loyauté et de fraternité se cristallisèrent en une vérité brûlante, sa propre famille le traitait comme l'ennemi. Il se déplaça plus vite que ce qu'ils avaient prévu. En un instant, Robert était à terre. La main de Derek se referma sur le poignet de Linda alors qu'il récupérait son téléphone. « Derek !» Claire hurla. « Tu ne peux pas attaquer mon père. »« Regarde-moi bien, » répliqua Derek, composant à nouveau le 911. Quand l'opérateur répondit, il parla avec la précision militaire qui avait fait de lui un survivant. « J'ai besoin d'une ambulance au 1247 Maple Street. » Garçon de 12 ans, côte cassée avec des saignements internes. Les parents tentent d'empêcher les soins médicaux. Les trois adultes se figèrent. En attendant les secours, Derek s'agenouilla à côté de Tyler, appliquant une pression pour ralentir les saignements, son esprit travaillant avec la froide efficacité qu'il avait maintenue en vie pendant ses 3 tournées de combat. Claire s'était repliée dans un coin, ne cherchant plus à minimiser la blessure de Tyler, maintenant que l'aide officielle arrivait. Linda et Robert murmuraient entre eux, jetant des regards inquiets vers Derek. Tyler était stable lorsque l'ambulance arriva, mais Derek avait déjà pris sa décision. Il accompagna son fils à l'hôpital tandis que Claire suivait dans sa voiture avec ses parents. Dans la lumière froide et stérile de l'ambulance, tenant la main de Tyler tandis que le paramédic travaillait, Derek Morrison commença à planifier la mission la plus importante de sa vie. Il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait ensuite. Mais ils apprendraient que trahir Derek Morrison serait la dernière erreur qu'il commettrait. Chapitre 2. Ombre et secret. 3 jours plus tard, Tyler était de retour chez lui, les côtes bandées, sous des ordres stricts de repos. La blessure avait été sérieuse, une fracture fine qui avait effleuré son poumon, mais il se remettrait complètement. Dererick avait pris un congé de son poste de consultant en sécurité pour s'occuper de son fils, une décision qui lui permettait également de mener sa propre enquête. Depuis la visite à l'hôpital, Claire avait fait preuve d'une attention inhabituelle, apportant à Tyler des soupes maison et veillant sur lui avec une inquiétude coupable. Mais Dererick avait remarqué qu'elle continuait de partir à ses leçons de karaté tous les mardis et jeudis soirs, prétextant que Todd voulait l'aider à surmonter le traumatisme d'avoir accidentellement blessé Tyler. Dererick avait construit son entreprise de conseil en sécurité sur un principe fondamental, avoir confiance, mais vérifier. Il avait aidé des entreprises à découvrir de l'espionnage industriel, assisté les forces de l'ordre dans des opérations de surveillance et conseillé sur des affaires nécessitant discrétion et rigueur. Aujourd'hui, il allait utiliser ces mêmes compétences pour enquêter sur sa propre famille. Il commença par les relevés téléphoniques de Claire, qui furent étonnamment faciles à consulter puisque leur plan familial était partagé. Les schémas qui en émergèrent serrèrent la mâchoire de Dererick. Des messages et appels quotidiens avec Todd Brennan, remontant sur 7 mois. Des conversations tard dans la nuit qui duraient des heures. Des fils de messages supprimés que ses contacts militaires pouvaient récupérer avec le bon matériel. Mais ce furent les relevés de cartes de crédit de Claire qui racontèrent la véritable histoire. Des frais d'hôtel les jours où elle avait prétendu être chez sa sœur. Des achats de lingerie coûteuse dans des boutiques qu'elle n'avait jamais fréquentées auparavant. Un dîner à $300 au Romano, le même restaurant où Dererick lui avait fait sa demande en mariage 15 ans plus tôt. Les méthodes d'investigation de Dererick étaient minutieuses et patientes. Il installa des logiciels de suivi discret sur le téléphone et la voiture de Claire. Il visita le dojo de Todd sous prétexte de considérer des cours d'arts martiaux pour adultes, étudiant la disposition des lieux et observant l'homme qui détruisait sa famille. Todd Brennan était tout ce que Dererick méprisait. Beau de manière artificielle, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire de pratique qu'il utilisait comme une arme. À 35 ans, il avait 2 ans de moins que Dererick, mais se comportait avec l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de véritables conséquences. Dererick l'observa enseigner une classe du soir, notant la manière dont les mains de Todd s'attardaient un peu trop longtemps lorsqu'il corrigeait les postures des étudiantes, comment ses yeux suivaient certaines femmes avec un intérêt prédateur. « Tu penses à nous rejoindre ?» Todd s'approcha de Dererick après le cours,
un sourire large et confiant sur le visage. Ta femme parle tout le temps de toi. Elle dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu de détente. Ma femme parle de moi. L'expression de Dororik resta neutre, mais son esprit enregistrait chaque micro-expression qui traversait le visage de Todd. Oh, absolument. Claire est l'une de mes étudiantes les plus assidues. Très flexible. L'accent que Todd mettait sur le dernier mot était délibéré, ses yeux pétillants de satisfaction, comme s'il savourait une blague privée. Dororik lui rendit son sourire, un sourire si glacial qu'il aurait pu figer le sang. Je parie qu'elle l'est. Cette nuit-là, Dororik commença à fouiller plus profondément dans le passé de Todd. Base de données des archives militaires, dossiers judiciaires, archives des réseaux sociaux. Dororik avait des contacts partout. Des faveurs qu'il pouvait appeler après 2 décennies de service et 5 ans de conseil privé. Ce qu'il découvrit dépassa ses pires attentes. Todd Brennan avait une histoire de déplacement entre différentes villes au cours des 10 dernières années, fréquentant divers studios d'arts martiaux, avec une traînée de mariages brisés sur son passage. Il était spécialiste dans l'art de cibler les femmes au foyer solitaire, leur offrant une attention et une validation que leur mari ne semblait pas capable de leur fournir. À Phoenix, il avait séduit 3 femmes mariées simultanément. À Denver, il avait convaincu l'épouse d'un homme d'affaires de quitter sa famille pour lui, puis avait disparu avec ses bijoux et ses économies après 6 mois. Mais c'était l'incident de Milwaukee qui fit frissonner Dororik. Un mari jaloux avait confronté Todd dans son dojo. L'homme s'était retrouvé hospitalisé avec un traumatisme crânien sévère après que Todd ait prétendu qu'il s'était défendu. Aucune charge n'avait été déposée, mais le mari n'avait jamais récupéré, passant le reste de sa vie, raccourci, dans un centre de soins. Dororik était assis dans son bureau, à 2 heures du matin, les yeux rivés sur les rapports de police et les dossiers médicaux étalés sur son bureau. Tyler dormait à l'étage, se remettant de blessures qui auraient pu être bien plus graves. Claire dormait près du lit de Tyler, là où elle passait ses nuits depuis l'accident, prétendant vouloir s'assurer qu'il allait bien. Elle mentait aussi à ce sujet. Le téléphone de Dororik vibra, un message s'afficha, « J'ai hâte de te retrouver demain soir, ou tu me manques déjà. » Claire avait laissé son téléphone en bas, pendant qu'il se chargeait. Encore une petite erreur dans ce que Dororik réalisait maintenant être des mois de tromperie minutieuse. Il captura une capture d'écran du message et l'ajouta à son dossier grandissant de preuves. Mais Dororik Morrison ne se contentait pas de recueillir des preuves pour un divorce. Il construisait un dossier pour la guerre. Il pensa à Tyler allongé dans ce lit d'hôpital pendant que les parents de Claire s'inquiétaient plus pour son avenir que pour la vie de leur petit-fils. Il pensa au sourire suffisant de Todd et à la traînée de famille détruite sur son passage. Il pensa à Claire, qui lui avait promis de l'aimer et de l'honorer à travers les bons et les mauvais moments, qu'il avait regardé dans les yeux pendant des mois tout en construisant une vie avec un autre homme. Dororik avait affronté des combattants ennemis qui avaient montré plus d'honneur que sa propre femme. Avant l'aube, il prit sa décision. Ce ne serait pas un divorce. Ce serait une guerre totale. Il les détruirait tous méthodiquement et complètement, ne laissant que des ruines derrière lui. Todd apprendrait ce qu'il en coûte de s'attaquer à la mauvaise famille. Claire découvrirait que trahir un ancien marine entraînait des conséquences qu'elle n'aurait jamais imaginées, et ses parents comprendraient que permettre la destruction de sa famille faisait d'eux des cibles légitimes. Dororik Morrison n'avait jamais perdu une bataille. Il n'était pas prêt à commencer maintenant. Chapitre 3. La tempête qui se lève. Dororik passa la semaine suivante à renforcer son arsenal. Pas d'armes. Il en avait largement assez dans son coffre à armes, stocké légalement. Mais quelque chose de bien plus dévastateur, des informations. Derek's first stop was Milwaukee, where he went to meet James Kowalski, the man whose life had been irrevocably shattered after his ill-fated confrontation with Todd. James, once a commanding and forceful construction foreman, now sat in a care facility, his hand trembling, his speech slurred beyond recognition. When Derek mentioned Todd's name, James fought to form the word, his voice strained with years of bitterness. Todd, he took everything, James rasped, his eyes hollow with the weight of lost years. Derek sat beside him for 3 hours, listening intently at James, with the help of his sister Margaret,
recounted the painful events. Margaret, now James's guardian, wiped away her tears as she spoke. The story that emerged was one of heartbreak, betrayal, and a pain that was all too familiar to Derek. Todd, using his charm and manipulation, had seduced James's wife, Lisa. He had convinced her that James was the one holding her back, that her life would be better without him. Todd orchestrated a confrontation at his dojo, a confrontation in which James was unarmed and Todd wielded a metal practice sword. Lisa took the keys to California with him, Margaret whispered, her voice breaking. She never even came to see James in the hospital. She said he broke it on himself. Derek left Milwaukee that day with more than just James's blessing. He left with a promise, Todd Brennan would pay for what he had done. Margaret, her arms tight around him, gave him one last look, a look filled with something Derek hadn't seen in her eyes for years. Hope. Back at home, Derek began the second phase of his plan. HIS Security Contact worked tirelessly to install hidden surveillance devices through his own house. Tiny camera that could go unnoticed, audio recorder capable of capturing the faintest whisper, and would have all the evidence he needed to expose the betrayal that had ripped his family apart. If Claire and Todd wanted to destroy him, they would do so on camera. The footage that Derek gathered in the coming days was damning and grotesque. He watched Claire broke Todd into their home while Tyler was at school and Derek was supposedly at work. The two of them, had took mocking everything Derek had built, made love in his bed. Todd spoke crudely, saying things like how he would take over completely, while Claire looked, reveling in the fact that her husband was too trusting to see the deception unfolding right in front of him. But it was the conversation that Derek overheard one Thursday night that pushed him beyond the point of no return. When are you going to tell him? Todd's voice echoed through the bedroom bug Derek had planted. Soon, Claire replied, her tone cold and calculating. Derek is so devoted to Tyler, and he'll agree to anything to keep seeing him. He'll get the house, half his business, and enough alimony to keep us comfortable while you get established here. And if he doesn't agree, her voice trailed off, then the cruelest log followed, then we'll use Tyler against him. Derek would rather pay than have something badly of him. Plus, with what happened with the karate accident, we could probably convince people Derek is abusive. My parents would testify to that. Derek sat in his car outside his house, listening to his wife, his own flesh and blood, conspire to destroy him. She planned to use her son as a weapon, to frame him as abusé, while she tore apart everything he had worked for. The woman he had loved for 15 years, the mother of his child, was conspiring to ruin him. The realization hit him like a good punch. That night, Derek called his old marine buddy, Rick Santana, who now ran a private investigation firm in Las Vegas. He need everything, Derek told him. Financial record, hidden account, alias, associate, criminal contact. He need enough ammunition to bury them both so deep they'll never see the light again. Rick's voice carried the weight of someone who knew what Derek was capable of. How deep do you want to go with this, brother? All the way, Derek replied, his voice flat and determined. No limit, no mercy. They declared war on my family. I'm going to end it. In less than 72 hours, Rick had delivered the digital dossier Derek had been waiting for hidden bank account in 3 states. A fake identity Todd had used to avoid paying alimony to his second wife. But most intriguing of all, a storage unit in Phoenix filled with jewelry, artwork, and personal items that clearly belonged to Todd's previous victim. The final, devastating revelation, however, came with the discovery of Todd's next move. Rick's contact had uncovered Todd and Claire's plan to disappear together once the divorce was finalized. Todd had already leased an apartment in Portland under an assumed name, paid for with cash he had stolen from previous con job. Derek studied the evidence like a general preparing for battle. Todd thought he was smart, but Derek had fought through enemy,
Note naive husband and suburban housewives. Claire Tauter Parenthood Protector, but Derek S. Network extended far beyond anything her family could imagine. The final blow came when Tyler, still recovering from his injury, asked a question that pierced Derek S. at like a dagger. Dad, why does mom keep whispering on the phone? And why does she smell like a different cologne when she comes home from karate? Derek stared at his son, his innocent, hurting son, caught in the web of the spun by the woman who should have protected him. The cold, final realization settled in Derek's chest. Tyler deserved better. He deserved a father who would fight to protect him from the predator and liar who sought to destroy their family. Some team adult make bad choices, buddy, Derek said softly, his voice thick with emotion. But I promise you, you'll always be safe with me. That evening, Derek gathered his most trusted ally. Rick from Vegas, his former squad leader Danny Torres, now a corporate security expert in Chicago, and Maria Santos, a family law attorney specializing in high-conflict divorce. They met at Derek's office, the room lit only by the glow of laptop and city lights outside. Gentlemen, lady, Derek began, his voice carrying the commanding authority that once led Marine into battle. We are going to war. The target are Todd Brennan and my wife, Claire. Our objective is total destruction financière, sociale, légale, and personal. They've used my son as a weapon against me. They've plotted to steal everything I've built. They've brought a predator into my home and put my family at risk. Maria spread legal documents across the table. I've already filed preliminary paperwork. We'll get emergency custody based on the evidence of Claire's affair and her willingness to endanger Tyler. This recording will destroy any claim of Derek being abusive. Danny, opening his laptop, revealed surveillance photo. Todd has got 3 other married women he is working on right now. We'll leak the right information to the right husband, and this whole operation will collapse. Rick slid a USB drive across the table. Everything Todd has stolen over the past 5 years. The FBI has been looking for some of these items. If we hand them this, he'll be facing federal charge. Derek held the USB drive in his hand, weighing it. A small thing, but one that would destroy a man's life. Todd had ruined her, and Claire had chosen to help him. Phase 1 begin tomorrow, Derek declared, his voice low but certain. By the time I'm done, Todd will be in federal prison. Claire will have nothing. And anyone who helped them will understand the consequence of betraying my family. He looked around the table at his elite people who understood loyalty, honor, and the price of betrayal. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont déclenché, dit Derek. Mais ils vont bientôt apprendre qu'il y a des guerres que l'on ne peut pas gagner. Chapitre 4, le premier coup. La guerre de Derek a commencé à l'aube, un mardi matin, précisément au moment où Claire partait pour ce qu'elle avait dit à Tyler être une session spéciale d'entraînement avec Todd. Mais Derek savait bien mieux que ça. Ils avaient prévu de passer la journée dans un hôtel pour finaliser leur plan afin de détruire sa vie. Au lieu de cela, ils sont tombés droit dans le piège de Derek. Maria Santos avait préparé les documents juridiques avec une précision chirurgicale. Une requête urgente de garde, une ordonnance de protection contre Todd, ainsi qu'une plainte civile pour aliénation d'affection et souffrance émotionnelle. Les papiers ont été remis à Claire à 9h47, juste au moment où elle et Todd sortaient du Riverside Hotel, leurs bras enlacés, totalement inconscients d'être photographiés. Le serveur de procédure, un ancien détective de police nommé Frank Wilson, avait capturé leur réaction en vidéo. Le visage de Claire pâlit en lisant les documents. Todd tenta de saisir les papiers, mais il découvrit avec horreur qu'il en avait aussi une copie, une ordonnance de protection l'obligeant à rester éloigné de Claire, de Tyler, et de la propriété de Derek, à effet immédiat. C'est du harcèlement, cria Todd. Mais Frank s'éloigna déjà, sa mission accomplie. La première phase visait à les séparer et les troubler. Avec l'ordonnance en place, Todd ne pouvait plus contacter Claire directement ni se rendre chez Derek. Claire,
de son côté, ne pouvait plus emmener Tyler n'importe où sans l'autorisation de Doric et ne pouvait pas quitter l'État sans l'accord du tribunal. Mais le véritable coup de maître de Doric était dans le timing. Alors que Claire et Todd tentaient de digérer cette embuscade juridique, Rick Santana se trouvait à Phoenix pour rencontrer l'agent du FBI Rebecca Chin concernant une unité de stockage pleine de biens volés. « Cela fait 3 ans que nous suivons ces objets », expliqua l'agent Chin en ouvrant le coffre de Todd. Bijoux volés à Martha Hoffman à Scottsdale, œuvre d'art prise à la famille Richardson à Denver, et de l'argent disparu de 6 accords de divorce différents. Rick enregistrait chaque mouvement avec son téléphone, envoyant des mises à jour en temps réel à Doric. Todd avait été négligent, gardant des souvenirs de ses victimes comme un tueur en série. Le FBI avait trouvé plus de 200 000 $ de biens volés, des faux papiers d'identité et des dossiers détaillés sur ses cibles. Pendant ce temps, Claire découvrait que Doric avait bloqué leurs comptes bancaires et cartes de crédit communs. Ses parents avaient reçu des copies des enregistrements audio où Claire discutait de l'idée de présenter Doric comme un homme abusif, accompagné d'un avis officiel indiquant que Doric envisageait de porter plainte pour conspiration et mise en danger d'enfants. À midi, Linda Hoffman appelait le bureau de Doric dans une panique totale. « Derek, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Claire dit que tu as perdu la tête, mais nous ne savions rien de l'affaire. On essayait juste de protéger. » « Protéger quoi ?» coupa froidement Doric. « Protéger le droit de ta fille à commettre un adultère ? Protéger le droit de son amant à mettre mon fils en danger ? Protéger votre propre droit à empêcher un enfant de recevoir des soins médicaux ? On pensait que Tyler allait bien, murmura Claire. C'était juste un bleu. Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de Doric, bien que Linda ne puisse le voir au téléphone. Claire t'a menti, Linda. Comme elle m'a menti. Les dossiers médicaux montrent que Tyler aurait pu mourir si je n'avais pas appelé les secours. Ta fille a mis la vie de notre fils en danger pour protéger son affairisme. Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil pendant près d'1 minute. Que veux-tu ? Chuchota enfin Linda. Justice, répondit Doric d'une voix froide. Ta fille a déclaré la guerre à ma famille. Je vais la terminer. Doric raccrocha et appela immédiatement Danny Torres à Chicago. La phase 2 est lancée, annonça Doric. Ciblez le réseau de soutien. Danny avait été occupé. La certification d'instructeur d'arts martiaux de Todd était frauduleuse. Il n'avait jamais terminé la formation requise ni réussi les examens officiels. Le conseil d'agrément de l'État reçut un tuyau anonyme accompagné de preuves documentaires des faux diplômes de Todd. Son dojo serait fermé dans les 48 heures. Mais le coup le plus dévastateur de Doric était encore à venir. À 15 heures, alors que Claire était assise dans sa voiture devant un café fermé où elle devait rencontrer Todd, son téléphone vibra. C'était l'école de Tyler. Madame Morrison, ici le principal Williams. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Il y a eu un incident impliquant Tyler. Le cœur de Claire s'arrêta. Quel genre d'incident ? Il est blessé ? demanda-t-elle paniquée. Il va bien, mais nous devons discuter de certaines choses préoccupantes qu'il a dites à son professeur à propos de ce qui s'est passé à la maison la semaine dernière. Claire se précipita à l'école, l'esprit en ébullition. Tyler avait été si silencieux depuis l'accident de karaté, à peine un mot, sauf pour demander des nouvelles de son père. Que lui avait-il dit à l'enseignante ? Elle trouva Tyler dans le bureau du directeur, avec son professeur, Madame Andry, et une femme que Claire ne reconnaissait pas. Madame Morrison, voici Sarah Mitchell des services de protection de l'enfance, expliqua le directeur Williams. Tyler a partagé des informations inquiétantes sur l'incident où il a été blessé. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il a dit ? demanda-t-elle, terrifiée. Tyler leva les yeux vers sa mère, un regard mêlé de confusion et de douleur dans ses yeux d'enfant. Maman, pourquoi as-tu dit à mamie et papy de ne pas laisser papa appeler les secours ? J'étais vraiment effrayée et papa voulait m'aider, mais tu ne l'as pas laissé. La travailleuse des services de protection de l'enfance se pencha en avant. Tyler a aussi mentionné que tu amenais quelqu'un à la maison quand ton mari n'était pas là. Quelqu'un qui te fait rire d'une manière qui semble déranger Tyler. Peux-tu nous en parler ?
La bouche de Claire s'ouvrit et se ferma sans son. Dorerick n'avait pas simplement enregistré ses conversations avec Todd. Il avait parlé à Tyler, l'aidant à comprendre ce qu'il avait vu, sans le manipuler. « Je pense qu'il serait nécessaire de contacter mon mari, » balbutia Claire. « Il est déjà en route, » dit le principal Williams, avec son avocat. Lorsque Dorerick arriva avec Maria Santos, il trouva Claire acculée, désespérée. L'enquête des services de protection de l'enfance était légitime. Dorerick lui avait simplement fourni des informations factuelles sur le comportement de Claire, leur permettant de tirer leurs propres conclusions. « Monsieur Morrison, » dit Sarah Mitchell à Dorerick, « nous avons examiné les dossiers médicaux de la blessure de Tyler ainsi que les déclarations des témoins concernant l'incident. Nous avons certaines préoccupations au sujet du jugement et des priorités de Madame Morrison. » Dorerick acquiesça gravement. « Ma principale préoccupation est la sécurité et le bien-être de mon fils. La semaine écoulée m'a montré que sa mère ne partage peut-être pas ses priorités. » Claire regarda Dorerick avec un regard approchant la panique. « Derek, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer tout ça. » Les yeux gris de Dorerick étaient aussi froids que de la glace arctique. « Tu as fait un choix, Claire. Tu as choisi Todd plutôt que Tyler, tes parents plutôt que ton fils, ton adultère plutôt que ta famille. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. » Alors qu'il quittait l'école, Tyler marchait aux côtés de Dorerick tandis que Claire suivait à plusieurs pas derrière, des larmes coulant sur son visage. Elle avait complètement perdu le contrôle de la situation, et Dorerick n'avait que commencé. Ce soir-là, alors que Tyler faisait ses devoirs à la table de la cuisine et que Claire. Un silence lourd et oppressant s'abattit sur le canapé. Le téléphone de Dorerick vibra, un message de Rick apparaissant sur l'écran. Todd est sous garde fédérale. Le FBI a perquisitionné son appartement il y a 1 heure. Ils ont découvert davantage de biens volés et des preuves de vol d'identité. Il risque de 10 à 15 ans de prison minimum. Dorerick tourna le regard vers Claire, qui fixait le mur d'un air absent, probablement en train de se demander comment son plan parfait s'était effondré en une seule journée. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Chapitre 5. La corde qui se resserre. Le vendredi matin, l'univers de Claire s'effondra complètement. Todd était en détention fédérale. Ses parents ne répondaient plus à ses appels, et elle avait reçu une notification informant que l'avocat de Dorerick demandait la garde complète de Tyler, en se basant sur son comportement irresponsable et dangereux. Mais Dorerick ne se contentait pas de voir Claire souffrir. Il voulait une victoire totale. La beauté du plan de Dorerick résidait dans sa légitimité. Il n'avait pas fait porter la culpabilité à Claire ou Todd pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Il avait simplement veillé à ce que leurs délits et trahisons soient révélés de la manière la plus dévastatrice possible. Les charges fédérales contre Todd étaient bien réelles. Le FBI enquêtait sur ce réseau de vol depuis des années. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour leur indiquer la direction. La négligence de Claire envers Tyler lors de l'incident au karaté était un fait documenté. Son infidélité, prouvée par des enregistrements audio et vidéo. Dorerick avait tout simplement utilisé la vérité comme une arme. L'après-midi du vendredi apporta un nouveau rebondissement. Rick appela de Las Vegas, son ton chargé de colère. Todd tente de négocier un accord. Rick expliqua que Todd proposait de témoigner contre Claire, en affirmant qu'elle était celle qui avait orchestré toute la machination visant à le frauder lors du divorce. Dorerick n'était pas surpris. Des hommes comme Todd étaient des lâches dans l'âme, des prédateurs qui trahissaient leurs complices dès qu'ils faisaient face à des conséquences réelles. « Laisse-le parler, » dit Dorerick. Claire va bientôt découvrir ce que signifie la loyauté pour un criminel de carrière. Ce soir-là, Dorerick prépara le dîner pour Tyler, pendant que Claire, assise à la table de la cuisine, déchiffrait des documents légaux qu'elle n'avait pas les moyens de contester. Ses parents avaient finalement répondu à ses appels, mais seulement pour lui annoncer qu'ils avaient consulté leur propre avocat et qu'ils ne pouvaient plus la soutenir si cela risquait de les exposer à des accusations criminelles. « Papa » dit Tyler d'une voix faible, alors que Dorerick l'aidait avec ses devoirs de mathématiques. « Maman va-t-elle aller en prison »
Dorerick regarda son fils, encore bandé des blessures qui auraient pu être fatales sans son intervention rapide, et sentit sa détermination se renforcer. Ta maman a fait de très mauvais choix, mon garçon. Parfois, les adultes doivent faire face aux conséquences de leurs actes, tout comme les enfants. Tyler acquiesça, solennel. À 12 ans, il était assez vieux pour comprendre que son monde venait de changer pour toujours. Dorerick était déterminé à faire en sorte que le garçon émerge de cette épreuve plus fort, et non brisé. Le samedi, Dorerick reçut l'information qu'il attendait. Danny Torres appela de Chicago avec une nouvelle qui frappa Dorerick comme un coup de poignard dans le cœur. « Tu ne vas pas le croire, » dit Danny, sa voix serrée de colère. Todd ne s'est pas contenté de voler ses victimes. Il a monté des arnaques à l'identité, utilisant les informations personnelles des femmes qu'il séduisait pour ouvrir des comptes de crédit et contracter des prêts. Le nom de Claire apparaît sur cette demande de carte de crédit et de prêt personnel, totalisant plus de 90 000 $. Une froide satisfaction se répandit dans la poitrine de Dorerick. Elle savait. Les messages textuels en témoignaient. Todd lui envoyait des photos de lettres d'approbation, et elle répondait avec des émojis de cœur et des messages évoquant leur futur commun. Elle n'était pas seulement une adultère, Derek. Elle était une complice de fraude fédérale. Ce même après-midi, Dorerick prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible 2 semaines plus tôt. Il appela sa femme à monter dans leur chambre pour une conversation privée. Claire le suivit nerveusement, les yeux rougis par les pleurs et les nuits blanches. Elle avait perdu 7 kilos depuis mardi, le stress vieillissant son visage d'une manière qui rappela à Dorerick à quel point elle avait été jeune et belle lorsqu'ils s'étaient rencontrés. « Assieds-toi, » dit Dorerick en indiquant le lit, là où elle l'avait trahi avec Todd. Claire s'assit prudemment, comme un oiseau prêt à s'envoler. « Derek, je sais que tu es en colère, » dit-elle, mais il la coupa avant qu'elle ne puisse finir. « Je ne suis pas en colère, » dit-il d'un ton calme, presque détaché. La colère, c'est ce que l'on ressent quand quelqu'un vous coupe la route en voiture ou vous pique votre place de parking. Ce que je ressens va bien au-delà. Il sortit son téléphone et lui montra une vidéo de surveillance d'un hôtel, où elle et Todd avaient passé leur dernier matin ensemble. Todd parle au FBI, poursuivit-il. Tu savais qu'il affirme que tu étais la tête pensante de l'escroquerie à l'identité? Il dit que tu lui as donné mes informations financières et que tu l'as aidé à organiser la fausse fraude lors du divorce. Le visage de Claire pâlit. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais. Je sais que ce n'est pas complètement vrai, répondit Dorerick. Tu n'es qu'une idiote utile. Todd t'a manipulé comme il a manipulé toutes ses autres victimes. Mais la vérité n'a que faire de tes intentions, Claire. Les demandes de crédit portent ton nom. Les messages montrent que tu célébrais les approbations de prêt. Légalement, tu es aussi coupable que lui. Claire se mit à pleurer, des sanglots désespérés, comme quelqu'un qui commence enfin à comprendre l'ampleur de la situation. « Que veux-tu » murmura-t-elle. Dorerick sourit froidement, et Claire frissonna en voyant cette malice glaciale sur son visage. « Je veux tout, » répondit-il simplement. « Je veux que tu signes la garde totale de Tyler à mon nom. Je veux que tu renonces à toute réclamation sur notre maison, mon entreprise, nos investissements et mes comptes de retraite. Je veux que tu confesses ton aventure et ta fraude par écrit, en admettant que tu as mis en danger la vie de notre fils pour protéger ta conspiration criminelle. Derek, c'est tout. Tu me laissais sans rien. Tu m'as laissé sans rien quand tu as amené ce prédateur dans notre maison. Tu as laissé Tyler sans rien lorsque tu as choisi ton aventure au lieu de sa sécurité. Tu as laissé notre mariage sans rien en décidant que Todd comptait plus que les vœux que tu m'as faits. » Claire regarda autour d'elle, dans leur chambre, l'endroit où elle avait bâti une vie avec Dorerick pendant 15 ans. L'endroit où Tyler s'était glissé dans leur lit lors des tempêtes. Là où elle avait prévu de tout trahir pour un homme qui maintenant la jetait au loup pour sauver sa peau. « Si je ne signe pas, tu vas en prison fédérale comme complice de Todd. » Tyler grandira en sachant que sa mère a choisi un criminel plutôt que sa propre famille. Et quand tu sortiras dans 7 à 10 ans, tu n'auras plus rien, avec un casier judiciaire qui rendra impossible de reconstruire ta vie. Dorerick se leva et marcha vers la fenêtre, observant le quartier où ils avaient prévu d'élever Tyler, là où il avait cru qu'il construisait quelque chose de permanent.
Je t'offre un choix, Claire. Signe les papiers, confesse tes crimes et disparais discrètement. Je ferai en sorte que les charges de fraude se concentrent sur Todd. Tu seras traité comme l'une de ses victimes. Tu pourras repartir de zéro, ailleurs, sans entraîner Tyler dans les décombres de tes erreurs. Tu veux que je parte? Ne jamais revoir Tyler. Derrick se tourna vers elle. Claire aperçut l'homme qu'il était vraiment, celui qui avait survécu à 3 tournées de combat, qui avait bâti une entreprise prospère grâce à la discipline et à la détermination, celui qui n'avait jamais perdu une bataille. Tu n'es plus la mère de Tyler depuis que tu as choisi de protéger ton aventure au lieu de sa vie, dit-il. Je te donne la chance de faire une dernière chose décente. Pars et laisse-le guérir. Claire le fixa longtemps, comprenant enfin que l'homme qu'elle avait épousé était capable de choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Derrick Morrison ne gagnait pas seulement ses guerres. Il anéantissait ses ennemis de telle manière qu'il n'avait jamais la chance de menacer sa famille à nouveau. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle. « Tu as jusqu'à lundi matin, répondit Derrick. Après cela, le choix ne sera plus le tien. » Lorsque Claire sortit de la chambre, Derrick ne ressentit aucune satisfaction, ni miséricorde, ni regret. Elle avait déclaré la guerre à sa famille. Désormais, elle apprendrait que Derek Morrison ne se battait pas seulement pour gagner. Il se battait pour s'assurer que ses ennemis ne se relèvent jamais. À minuit, Derek la retrouva là, dans la lueur vacillante d'une lampe de bureau, dans le silence de la maison où seule la sonnerie du réfrigérateur et les pleurs intermittents de Claire brisaient la tranquillité. Tyler dormait profondément à l'étage, inconscient de ce qui se jouait en bas. Derek s'approcha d'elle et d'une voix calme, mais empreinte d'une intensité contenue, il lui demanda. « Tu as pris ta décision ?» Claire, les yeux rougis par les larmes, leva lentement les yeux vers lui, comme si l'effort de cette simple action était insurmontable. Elle hocha la tête. « Je veux voir un avocat aujourd'hui. » Derek, impassible, déposa sur la table une pile de documents. Il les fixa un instant avant de parler d'une voix neutre mais lourde de conséquences. « Ces papiers, Claire, c'est un suicide. Cela voudrait dire que tu abandonnes tout. Et si tu ne les signes pas, je te préviens, tu t'exposes à des accusations fédérales qui pourraient t'envoyer en prison pour 10 ans. » Claire sentit un frisson glacer son échine. La réalité de la situation lui revenait en pleine face, plus dure que jamais. Elle murmura, le souffle court, « L'avocat de Todd m'a appelé. Il va témoigner que j'ai orchestré toute cette histoire. Il dit que je l'ai séduit, manipulé pour l'entraîner dans cette escroquerie. » Derek s'assit en face d'elle, à la table où ils avaient partagé des milliers de repas, où Tyler faisait ses devoirs pendant qu'ils discutaient de leur journée, où ils avaient planifié des anniversaires, des vacances, un avenir qui n'existait plus. « Tu l'as aimé ?» demanda Derek, d'un ton qui trahissait une grande complexité de sentiments. Claire, prise de court, mit un moment à répondre. « Je pensais que je l'aimais. Il me faisait me sentir spéciale, importante, comme si j'étais plus qu'une simple femme, plus qu'une mère. » Elle s'arrêta un instant, les mots se heurtant à sa gorge, avant de reprendre d'une voix brisée, « Et maintenant, je sais qu'il était exactement ce que tu m'avais dit, un prédateur. Il m'a dit ce que je voulais entendre. » Derek n'éprouva aucune pitié en entendant ces mots. « Tu étais prête à détruire notre famille pour un mensonge. » Claire baissa la tête, honteuse, sa voix à peine audible. « Je sais, Derek. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je sais que Tyler me détestera. » Derek posa une main ferme sur la table, sa voix devenant plus douce mais ferme. « Tyler ne te déteste pas. Il est perdu, il a mal, mais il ne te déteste pas. C'est pour lui que tu dois signer ces papiers. » Claire leva les yeux vers lui, ses mains tremblantes. « Si je signe ça, je disparais totalement de sa vie. Il grandira en pensant que je l'ai abandonné. Si tu ne signes pas, il grandira en sachant que sa mère a choisi un criminel plutôt que sa propre famille et a fini en prison pour cela. Quelle version lui offrira une chance de mener une vie normale? » Derek se pencha en avant, ses yeux gris perçants fixant Claire. Elle le regarda longuement, consciente que tout ce qu'il disait était vrai. « Tu as tout prévu, n'est-ce pas? Chaque détail, chaque conséquence.
ce n'est pas juste de la vengeance. C'est de la stratégie. 20 ans dans les marines vous apprennent à tout planifier, Claire. On ne laisse rien au hasard quand des vies sont en jeu, répondit Derek avec calme. Et si je signe ces papiers, tu garantis que Todd prendra la responsabilité de tout? Todd paiera pour ses crimes. Tu seras vu comme une victime, et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais Claire, la voix de Derek se durcit, c'est la seule offre que tu auras. Demain matin, si ces papiers ne sont pas signés, je retire l'accord de plaidoyer et tu feras face à la totalité des charges fédérales. Claire attrapa le stylo, les mains tremblantes. Est-ce que tu diras à Tyler que je l'ai aimé quand il sera plus grand? Derek la regarda, une lueur de tristesse dans les yeux. Je lui dirai que sa mère a fait des erreurs, mais qu'elle l'a aimé suffisamment pour s'éloigner plutôt que de lui faire encore plus de mal. C'est la meilleure fin que tu puisses offrir à cette histoire. Claire signa les papiers, les larmes roulant sur son visage. Chaque signature était un morceau de sa vie qu'elle abandonnait à jamais. Lorsque la dernière signature fut apposée, Derek ramassa les documents et les glissa dans sa mallette. « Tu as jusqu'à mercredi pour arranger tes affaires et quitter la ville », dit-il froidement. Après cela, l'ordonnance de non-contact s'étendra à Tyler. Claire hocha la tête, sachant pertinemment qu'elle n'était plus rien pour cet homme et cet enfant qu'elle avait autrefois appelés les siens. Le lundi matin, Maria Santos déposa les papiers de garde et les transferts de propriété avant 9 heures. À midi, la confession de Claire était entre les mains du FBI, fournissant de nouvelles preuves contre Todd et la positionnant comme une victime manipulée, et non comme l'instigatrice du crime. Derek alla chercher Tyler à l'école, comme il en avait pris l'habitude depuis l'incident avec le karaté. En route vers la maison, Tyler, d'une voix innocente mais perçante, posa la question que Derek redoutait. « Papa, pourquoi maman emballe des valises ?» Derek se gara dans l'allée, coupa le moteur, et sans cacher l'émotion qui le traversait, répondit. « Ta maman a fait de très grosses erreurs, mon garçon. Elle doit partir un moment pour réfléchir à ce qu'elle a fait et essayer de réparer ce qu'elle peut. » Tyler resta silencieux un instant, puis, d'une petite voix, demanda, « Elle revient ?» Derek posa son regard sur son fils, maintenant âgé de 12 ans, qui avait traversé tant d'épreuves. Il le serra un peu plus contre lui, sentant une force nouvelle émerger en lui. « Je ne sais pas, Tyler. Mais ce que je peux te promettre, c'est que tu es en sécurité, que tu es aimé, et que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Tyler hocha la tête, gravement. « Est-ce qu'on va s'en sortir, juste nous deux ?» Derek sentit une vague d'amour protecteur l'envahir. Ce garçon, son fils, son tout, faisait preuve d'une force qu'il n'aurait jamais cru possible. « On s'en sortira, mon fils. On construira quelque chose de meilleur. » Ce soir-là, Claire dit adieu à Tyler dans le salon, cet endroit qui avait été le théâtre de leur déchirement. Elle le serra contre elle, prenant garde à ses côtes encore sensibles. Elle murmura des excuses qu'il n'était pas encore assez grand pour comprendre pleinement. « Sois sage avec ton papa, » dit-elle en sanglotant, « et souviens-toi que je t'aime, même si je n'ai pas su te le montrer comme je le devrais. » Tyler la prit dans ses bras, confus mais tentant d'être fort. « Je t'aime aussi, maman. » Derek les observa, immobile dans l'embrasure de la porte. Il ne ressentit aucune joie dans sa souffrance, aucune satisfaction dans ses larmes. C'était simplement la fin inéluctable de la guerre qu'elle avait commencée. Il était distrait par l'enquête sur le meurtre. Il ne comprenait pas que Claire avait cessé d'être ma famille dès l'instant où elle nous avait trahis. Les yeux gris de Dorerick étaient aussi glacés que de l'acier arctique. Vincent Costano avait déclaré la guerre à ma famille. Tyler était en danger. Tant que cet homme serait libre, tout cela devait cesser, maintenant. Maria semblait mal à l'aise. Derek, ce que tu décris ressemble à un meurtre prémédité. Je ne peux pas faire partie de cela. Tu ne fais partie de rien, répondit Dorerick, l'interrompant. Tu as accompli ta mission brillamment, et Tyler et moi te sommes reconnaissants. Mais ce qui va se passer dépasse largement les solutions juridiques. Danny et Rick échangèrent un regard. Ils avaient servi avec Dorerick dans des endroits où les règles étaient différentes, où protéger des vies innocentes signifiait parfois faire des choix difficiles. « Que veux-tu de nous ?» demanda Danny, simplement.
Doreric sourit, et ses anciens compagnons d'armes reconnurent aussitôt cette expression. Ils l'avaient déjà vu dans les camps du désert et les grottes de montagne, juste avant que Doreric Morrison élimine les menaces pesant sur leur mission. « Vincent pense qu'il me chasse, » dit Doreric, sa voix froide comme un glaçon. Il est temps de lui montrer ce que ça fait d'être la proie. La guerre que Claire avait lancée avec son aventure allait devenir quelque chose de bien plus mortel. Derek Morrison avait bâti une vie de paix et de prospérité, mais il n'avait jamais oublié comment être un tueur. Certains ennemis ne comprenaient qu'un seul langage. Chapitre 8, le chasseur devient la proie. Vincent Costano avait commis l'erreur fatale de sous-estimer son ennemi. Pendant qu'il s'affairait à organiser la mort de Claire et à préparer sa mise en scène, Doreric avait démantelé systématiquement toute l'opération de Vincent avec la précision d'une campagne militaire. Le premier coup de Doreric arriva à l'aube, un mardi, lorsque des agents fédéraux perquisitionnèrent 3 planques à Portland, sur la base des renseignements que Doreric avait fournis grâce à ses contacts dans les forces de l'ordre. Le réseau de vol d'identité de Vincent s'effondra du jour au lendemain, avec cette arrestation et suffisamment de preuves saisies pour garantir des peines de prison longues. Mais Doreric n'avait pas terminé. Il voulait que Vincent ressente le même sentiment d'impuissance que Claire avait éprouvé durant ces derniers mois. Traqué, isolé, sans aucun endroit où fuir et aucun allié en qui avoir confiance. L'erreur suivante de Vincent fut de tenter d'intimider Doreric en menaçant Tyler. Un homme que Doreric ne reconnaissait pas avait posé des questions à l'école de Tyler, prétendant rechercher des informations pour un documentaire sur les vétérans militaires. En vérifiant les images de sécurité, Doreric avait reconnu le visage de Vincent parmi les photos de surveillance que Rick avait obtenues. Ce soir-là, Doreric appela Tyler dans son bureau pour une conversation qui lui rappela douloureusement la nuit où il avait annoncé à son fils le départ de Claire. « Mon garçon, on va partir en vacances, » dit Derek. « Juste toi et moi, quelque part en sécurité, pendant que je m'occupe de quelques affaires. » Tyler, plus sage que ses 13 ans, observa le visage de son père. « Quelqu'un nous menace à nouveau, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Doreric acquiesça. « L'homme qui a fait du tort à ta mère essaie maintenant de nous faire du mal. Mais cette fois, je ne vais pas attendre qu'il fasse le premier mouvement. Devons-nous déménager? Changer de nom? » Doreric s'agenouilla près de la chaise de son fils et plongea ses yeux dans les siens. « Mon fils, je te promets ceci, nous ne fuirons jamais devant qui que ce soit. C'est notre maison, notre vie, notre famille. Quiconque menace cela en subira les conséquences. Mais nous ne fuyons pas. » Tyler hocha la tête solennellement. « Que veux-tu que je fasse ?» Un flot de fierté envahit Doreric en voyant le courage de son fils. « Fais-moi confiance et reste près de moi. Ça sera bientôt terminé. » Doreric envoya Tyler rester chez Maria Santos et sa famille, où il serait protégé par l'immunité juridique et la sécurité que Derek avait arrangée. Puis, Doreric tendit son piège. Utilisant les méthodes de Vincent contre lui, il laissa fuiter des informations suggérant qu'il était dévasté par la mort de Claire et qu'il recherchait vengeance contre la police de Portland pour leur enquête. Il se fit passer pour un homme isolé, accablé par le chagrin, vulnérable. Vincent mordit à l'hameçon. Le vendredi soir, Doreric se retrouva seul dans son bureau à la maison, prétendant examiner des documents juridiques tout en buvant abondamment. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du bureau, et Doreric semblait être un homme brisé, contemplant des mesures désespérées. Vincent entra par la fenêtre du sous-sol, que Doreric avait délibérément laissée ouverte, se déplaçant avec la confiance d'un prédateur qui s'approche d'une proie blessée. Il traversa la maison, contournant des photos de famille et les projets scolaires de Tyler, se dirigeant vers la lumière du bureau où Doreric l'attendait. Derek Morrison, annonça Vincent en franchissant l'embrasure de la porte, un pistolet à la main et la satisfaction dans la voix. « Il est temps de payer pour avoir détruit mon opération. » Doreric leva les yeux de son bureau, ses yeux rouges et son expression flasque, celle d'un homme qui avait perdu tout espoir. « Vincent Costano, je me demandais quand tu allais enfin te montrer, » dit-il d'une voix calme. Vincent sourit froidement. « Ta femme m'a tout dit sur toi avant de mourir. Comment tu as détruit sa vie, retourné son fils contre elle, l'a conduite à la désespoir. Elle m'a supplié de te faire souffrir comme elle a souffert, et tu lui as donné ce qu'elle voulait.
Vengeance contre l'homme qui l'a détruite. Claire est morte en sachant que tu serais accusé de son meurtre. Que tu perdrais ton fils et ta liberté, tout comme elle l'a fait. Dorerick se leva lentement, les mains visibles et vides. Il y a juste un problème avec ton plan, Vincent. Lequel? Répondit Vincent. L'expression de Dorerick changea en un instant de désespoir brisé à une froide calculatrice. J'ai enregistré cette conversation. La confiance de Vincent vacilla alors que Dorerick indiquait les équipements de surveillance presque invisibles qu'il avait installés dans la pièce. Tu viens de te confesser pour le meurtre de mon ex-femme et pour m'avoir piégé pour son meurtre. Cet enregistrement est transmis en temps réel à 3 agences de la loi. Vincent leva son pistolet, mais Dorerick était déjà en mouvement. 20 ans de formation militaire et d'expérience en combat s'enclenchèrent, et Dorerick réduisit la distance entre eux plus rapidement que Vincent ne put réagir. Le combat fut bref et brutal. Vincent était un criminel, un manipulateur, un tueur de femmes vulnérables. Dorerick était un marine. Quand la police de Portland arriva 20 minutes plus tard, répondant à l'alerte automatique envoyée par le système de sécurité de Dorerick, ils trouvèrent Vincent Costano inconscient et menotté à une chaise, l'enregistrement de sa confession jouant en boucle. Le détective Price observa la scène, prenant note de l'installation sophistiquée de surveillance et du calme de Dorerick, qui prodiguait des premiers secours à son agresseur. « Monsieur Morrison, vous avez tout monté, n'est-ce pas » Dorerick acquiesça. « Vincent a tué mon ex-femme et a essayé de me piéger pour la torture psychologique qui l'a poussé au suicide. Je ne pouvais pas le laisser menacer mon fils. »« Vous auriez pu être tué, » souligna le détective Price. Dorerick regarda l'homme inconscient qui avait tué Claire et menacé Tyler. « Détective, certains risques valent la peine d'être pris pour protéger sa famille. » Vincent Costano fut accusé du meurtre de Claire, de complot, de vol d'identité et de tentative de meurtre sur Dorerick. Les preuves recueillies par Dorerick, associées à la confession enregistrée de Vincent, assurèrent une condamnation à perpétuité. Mais la victoire de Dorerick avait un coup qu'il n'avait pas anticipé. En allant chercher Tyler chez Maria, il réalisa que le garçon grandirait en sachant que son père était capable de violence. Que Derek Morrison résolvait des problèmes que d'autres hommes ne pouvaient pas gérer, par des méthodes que d'autres n'oseraient jamais essayer. « C'est fini ?» demanda Tyler alors qu'ils rentraient chez eux. « C'est fini ?» répondit Dorerick. « L'homme qui a fait du tort à ta mère ne menacera plus jamais personne. » Tyler resta silencieux un instant. « Papa, tu avais peur quand tu t'es battu contre lui ?» Dorerick hésita à mentir, à offrir à son fils une version aseptisée des événements. Mais Tyler avait déjà survécu à trop de mensonges. « J'étais terrifié, » admit-il. « Pas de le combattre, mais de ne pas réussir à te protéger. C'est la seule chose qui me fait réellement peur. L'idée de te laisser tomber. » Tyler tendit la main et saisit celle de son père. « Tu ne l'as jamais fait, papa, et tu ne le feras jamais. » Derek Morrison avait gagné une autre guerre, mais à 13 ans, Tyler avait déjà compris que leur famille était différente. Ils étaient des survivants, des combattants, des gens qui se protégeaient mutuellement contre des ennemis sans merci. Quand ils arrivèrent dans leur allée, Dorerick fit une promesse silencieuse à son fils, personne ne menacerait jamais plus leur famille. Ceux qui essayeraient découvriraient que la capacité de violence de Derek Morrison n'avait d'égal que sa détermination à garder Tyler en sécurité. Certaines batailles exigeaient une victoire totale. Certains ennemis laissaient aucune place à la clémence. Chapitre 9, Sang et héritage. Un an après que Vincent Costano fut condamné à la prison à vie, Derek Morrison se tenait dans son jardin, observant Tyler pratiquer des formes d'arts martiaux avec un nouvel instructeur, un véritable ceinture noire ayant servi pendant 2 tournées en Afghanistan, et qui comprenait l'importance de la discipline, du respect. Tyler avait 14 ans, grand pour son âge, et portait la confiance tranquille de quelqu'un qui a surmonté des épreuves et en est ressorti plus fort. Bien qu'il manque parfois sa mère, il savait que les choix de Claire avaient des conséquences bien au-delà de sa propre vie. « Papa » appela Tyler en terminant son entraînement. « Maître Chin veut savoir si tu envisagerais de rejoindre notre cours avancé. Il dit que tu te déplaces comme quelqu'un ayant une formation militaire. » Dorerick sourit. « Peut-être quand tu seras assez vieux pour suivre le rythme de ton vieux père. »
Tyler lui répondit par un sourire sincère, rappelant à Doric les jours heureux avant la trahison et la violence. Leur moment fut interrompu par la sonnerie de la porte. Doric n'attendait personne. Il fit signe à Tyler de continuer pendant qu'il allait répondre. Sur le perron, une femme d'une trentaine d'années se tenait là, nerveuse. Derrière elle, un homme en costume cher semblait vouloir être n'importe où ailleurs. « Monsieur Morrison, je suis Jennifer Walsh, avocate représentant la succession de la famille Hoffman. » Le cœur de Doric se glaça. Claire et Robert Hoffman étaient morts dans un accident de voiture 3 mois plus tôt. Il pensait que ce chapitre de sa vie était terminé. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il sans les inviter à entrer. Jennifer parut mal à l'aise. Claire a laissé des instructions concernant l'héritage de Tyler. Ses parents ont créé un fonds en fiducie pour lui. Il sera activé quand il aura 18 ans, avec environ 23 millions pour ses études. Doric sentit un froid glacial l'envahir. Et il y a des conditions. L'avocat masculin prit la parole pour la première fois. Tyler devra passer son dernier été avant l'université avec la sœur de Claire, Rebecca, en Californie. Rebecca est désormais son tuteur légal. Doric s'avança, intimidant. Tyler a déjà un tuteur légal. Moi. Jennifer sortit des documents légaux, tremblante. Rebecca conteste votre garde. Elle affirme que Tyler a subi un traumatisme psychologique à cause de votre approche militaire et violente. Doric parcourut rapidement les papiers. Rebecca, la sœur de Claire, professeure en psychologie, avait toujours désapprouvé l'approche de Doric. Elle utilisait maintenant ses références et l'argent de ses parents pour attaquer Doric en tant que père. Tyler est en bonne santé, heureux et épanoui, répliqua Doric, froidement. Les preuves sont là, répondit l'avocat. Les incidents à Portland, l'enquête fédérale, la mort de votre ex-femme. Tyler a vécu plus de traumatismes en 2 ans que la plupart des enfants en connaissent en toute une vie. Rebecca cherchait à exploiter la survie de Tyler à la trahison de sa mère comme preuve que Doric était un mauvais père. « Sortez de ma propriété », dit Doric d'une voix calme mais menaçante. Après leur départ, Doric comprit qu'il faisait face à un ennemi redoutable. Rebecca n'était pas une criminelle, mais une universitaire respectée qui utilisait le système judiciaire pour se battre pour Tyler. Et elle avait les ressources pour mener une longue bataille. Tyler s'approcha de son père, inquiet. « Papa, ils ne vont pas me prendre, n'est-ce pas ?» Doric le regarda, empli de la même colère protectrice qui l'avait poussé à détruire Todd, Claire et Vincent. « Ils peuvent essayer, mais cette bataille va être difficile. Rebecca va tout utiliser contre nous. » Le regard de Tyler se durcit. « Papa, tu m'as sauvé la vie quand maman m'a brisé les côtes. Tu m'as protégé quand elle a trahi notre famille. Comment cela pourrait-il faire de toi un mauvais père ?» Doric sourit amèrement. « Parce que pour des gens comme Rebecca, survivre fait de toi le problème, pas la solution. » Le soir même, Doric appela Maria Santos pour discuter d'une stratégie. « Ce n'est pas une criminelle qu'on peut exposer, » expliqua Maria. « C'est une professeure avec un dossier impeccable et une vraie préoccupation pour le bien-être de Tyler. » « Alors, que faisons-nous » demanda Doric. Maria réfléchit un instant. « On la combat en justice. On prouve que Tyler réussit académiquement, qu'il est émotionnellement stable et qu'il a une relation solide avec toi. On montre qu'il s'épanouit malgré les traumatismes. » Doric savait déjà ce qu'il avait à faire. Il détruirait Rebecca comme il avait détruit ceux qui menaçaient sa famille. « Tyler, prépare tes affaires, on part pour la Californie. »« On s'enfuit » demanda Tyler. Doric répondit froidement, « Non, mon fils. On va à la chasse. » Rebecca pensait qu'elle pouvait utiliser la justice pour arracher Tyler à son père. Elle allait découvrir que Doric ne perdait jamais, que ce soit en guerre ou en bataille de garde. Le dernier ennemi dans cette campagne allait apprendre ce qu'il en coûtait de menacer la famille Morrison. Doric avait affronté des ennemis sur des champs de bataille lointains et des menaces domestiques. Chaque fois, il était sorti victorieux. Cette fois, ce serait la même chose. Doric Morrison ne perdait jamais quand sa famille était en jeu.
Tyler grandirait en sécurité, libre, et en sachant que son père tenait toujours ses promesses, quel qu'en fût le prix. C'était cela, le véritable héritage. What was it? Oh, I think I was wrong though. I was saying Savannah. Digga digga diamonds. Oh. Well, that was cool as shit. Yeah, I was saying Savannah, which I think I was wrong there. It probably is Savannah. Def not Gamma? A Gamma Ray Burst? I don't know. Sounds right to me. Sounds right to me. So therefore, I'm right. Streamer's always right, chat. You know this. Okay. Blah. Blah. No, I was saying Savannah. I've activated a blue crab stim. It's very easy to do. Blue crab just be stimming all the time in my chat, and I only get the reference about a third of the time. But that's cool, man. I'm a D1 stimmer too. That's what half of my audio alerts are, just stims that me and Mina say. Okay, we need to get deeper. Yes, excellent. Oh shit! A rat! Ow! Oh my god, he's... I need to do something about that. I don't know. I didn't even realize that it was hissing. It just doesn't sound realistic enough for me. Okay. So I can't... Wow, this is kind of a cool little spot. It's like a lava lake in a ring. I could get obsidian here. I suppose we should just do it. Let's get it over with, chat. Fucking unnamed last time I did this gave me mining foot. Oh shit, hold on. Why are you giving me mining fatigue when I'm mining obsidian, bro? Listen, I gave you haste last time. Alright, fair enough. Alright, chat, this is a reminder to check on your crowd control coins. Oh. We haven't... Jesus Christ. Fuck it. No. I'm over this. We're getting obsidian elsewhere. Elsewhere. A spider. Okay, where my diamonds at though? And gold for that matter. I haven't found shit. Alright, this is be much easier. I'm gonna stop doing Gamba. RNGesus has cursed me. Well, there's gonna be a raffle any minute now. That's not Gamba. I must say you did a good job with the OBS filter. Everything is very visible now. Oh, good. Thank you. Thank you. Yeah, I'm trying to do more behind the scenes stuff.
We're gonna be getting visual redemptions pretty soon, guys. So I think you guys will be able to give me like laser eyes for one of them. And I think you'll be able to make my head big